Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Le mouvement français Nuit debout l'a montré à sa manière, une nouvelle société émerge en France. Mais comment se diffusent et se tissent ces nouveaux liens sociaux dont la réalité échappe globalement aux médias? C'est ce que décrit et analyse le sociologue français Roger Su dans son nouveau livre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Roger Su, vous êtes donc sociologue et vous êtes l'auteur du livre intitulé « La contre-société » aux éditions des Liens qui libèrent. Alors Roger Su, vous êtes parti d'un constat implacable. Vous dites qu'en France, le contrat social ne tient plus. Qu'entendez-vous au juste par là ? J'essaye de montrer que les grandes promesses de la République, au fond qui étaient celles du bonheur par le travail, du progrès, mais aussi des progrès de l'égalité, du sentiment citoyen, bref, cette idée que il y avait une société qui allait se composer de manière assez horizontale, se trouve en perte d'identité et se cherche, et en même temps se recompose sur d'autres modes. Mais ce qui frappe, c'est quand même la distance croissante qui est prise avec les institutions. Donc j'essaye de la décrire autour de trois figures, ceux qui désertent, qui font, comme on dit souvent, du cocooning, qui restent chez eux, ceux qui contestent, fortement, à droite, voire à l'extrême droite, et on peut comprendre, enfin par désespoir, et ceux qui sont à la recherche d'une nouvelle gauche, d'une vraie gauche, quelque chose qui, au fond, je le dirais comme ça, puisque c'est le sens de votre question, ressusciterait le sentiment républicain. Voilà, je le dirais, et surtout, ressusciterait la question de la citoyenneté. Parce que qu'est-ce qui fait citoyenneté aujourd'hui? Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre. Alors la République ne fait plus rêver, elle ne propose plus rien, ou plus grand-chose en tout cas, elle n'a plus de promesses, et pourtant, on n'a jamais entendu, Roger Su, ce mot, autant ce mot dans la bouche des politiques. Comment expliquez-vous ce paradoxe? La République, la République? Oui, mais parce qu'ils ont une vision de la République qui est une vision institutionnelle et assez verticale. La République, c'est eux, en quelque sorte. C'est eux qui décident de ce qu'est le politique. Or, il faut quand même se rappeler que le politique, c'est la société civile. C'est-à-dire, c'est la manière dont la société civile s'organise elle-même, organise des débats, au fond, nomme ses représentants. Un petit rappel sur la Révolution française, il n'était pas question d'être candidat à la Révolution française. C'était la société civile qui désignait ses candidats. Personne n'avait le droit d'être candidat. C'est dire que le politique ne peut être que l'émanation d'une société civile, mais si cette société civile est bien vivante, expressive, qu'elle a des canaux d'information, donc je propose évidemment un certain nombre de propositions autour de ça. Mais ce qui frappe, si vous voulez, c'est que jamais la société civile, d'une certaine façon, a été aussi forte parce que les gens sont plus cultivés, plus intelligents, il faut bien le dire. Le sentiment d'égalité entre les gens, malgré tout, a progressé. Regardez les rapports hommes-femmes, par exemple, etc. Et en même temps, jamais il y a eu aussi peu de corps intermédiaires. Ceux qui faisaient la médiation, précisément, entre ce qu'est cette société civile et puis, justement, la politique. Mais n'oublions pas que l'enracinement de ce qu'est la politique, c'est la société civile. Et res publica, d'ailleurs, veut dire le bien public. Oui, exactement. On le précise quand même. Tout à fait. Locution latine. Comment tu as pu en arriver là, avant de passer vraiment dans le cœur de votre livre, comment tu as pu en arriver là je pense que le grand problème a été que tout s'est articulé autour de la question du travail. On a parlé de religion du travail, comme, au fond, une époque qui succédait à la religion tout court, qui unissait les hommes. Et cette religion du travail était extrêmement forte. Je rappelle, le ciment du lien social. Oui, plus, c'est la citoyenneté. En fait, rappelons-nous, quand arrive la Révolution française, pour parler de la Révolution française, se pose la question de la citoyenneté. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont en tête comme citoyenneté? La démocratie directe. Mais la démocratie directe avec des millions de personnes, ça ne marche pas comme l'agora grecque. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Mais par nostalgie, nous avons appelé notre Parlement français Assemblée nationale.
c'est par nostalgie de cette idée qu'on allait mettre tout le peuple au même endroit. Ouais. Mais c'était une fiction, donc c'était impossible. Donc la question qu'ils se sont posée, qui est une question très moderne, ils se sont posé la question de savoir c'est quoi la citoyenneté ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire de la citoyenneté ? Ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle le travail. Et rappelons-nous que le travail n'avait pas du tout d'utilité économique, c'était pas perçu comme quelque chose de rentable. Ouais. Seule la terre comptait, pas le travail. Et ils ont trouvé le travail pour créer de la citoyenneté. L'écroulement du travail, parce que c'est ça, l'écroulement du travail, de ses valeurs, de ce que ça pouvait représenter comme progrès, d'insertion, de citoyenneté et de lien, effectivement, a été le grand destructeur, je dirais, du contrat social. Parce que le contrat de travail est la première déclinaison, au fond, du contrat social. Ouais, alors voilà, une fois qu'on a fait ce constat implacable, qu'on ne s'y méprenne pas, votre livre, Roger Su, est très optimiste, puisque vous décrivez ce que vous appelez la contre-société qui agit à l'écart, pourrait-on dire, du bruissement médiatique. Comment définiriez-vous ce concept de contre-société d'un point de vue sociologique ? Je dirais que la contre-société, c'est celle qui ne se voit pas. Enfin, heureusement qu'il y a des médias qui, comme vous, essayent de la porter. Mais en même temps, il y a quand même des mouvements. Vous rappeliez au tout début le Nuit debout. Ouais. Mais rappelons que ça a essaimé aussi bien à Tunis, à New York. Occupy, hein, voilà, votre livre. Oui, Occupy. Ça a été même le premier hein, sur Wall Street. Donc, il y a cette société, mais qui, en quelque sorte, est horizontale par rapport à des institutions verticales. Donc on ne les perçoit pas. En même temps, tout le monde le vit. Je vais prendre un exemple. Jamais, quand on cherche une institution qui marche bien, et il y en a une quand même, c'est les associations. Quand on regarde la manière dont les associations progressent, elles ont créé 2 fois plus d'emplois que le marché sur les 5 dernières années. L'engagement est de plus en plus fort, il n'est pas toujours formel. Donc on voit bien que quelque part c'est une nouvelle forme de lien social beaucoup plus horizontal qu'on retrouve. Alors on retrouve partout, dans la famille, on retrouve dans les technologies. Regardez Internet, Internet ne s'est pas développé comme ça par hasard. Ça s'est développé parce que c'était une technologie qui correspondait au lien social horizontal. Ouais. Chacun peut s'exprimer. Et à l'époque. Mais prenons la famille, comment ça se traduit dans les familles ? Dans la famille, ça se traduit par un nouveau rapport homme-femme, bien entendu, et ça se traduit aussi par un nouveau rapport aux enfants. C'est-à-dire que, mais je ne suis pas un sociologue de la famille en tant que tel, mais mes collègues sociologues parlent de famille-association, c'est extrêmement intéressant, ou de famille-club, en disant, mais qu'est-ce qui va dire quelle est la future voiture de papa ? C'est pas papa qui va le dire, ce sont les enfants, bien sûr. Juste pour revenir à ce qu'on disait avant sur les indignés Occupy, vous parliez donc d'horizontalité à juste titre, mais prenons Podemos en Espagne, qui a émergé. On n'est plus vraiment dans l'horizontalité, et là, ça se complique. Oui, ça se complique, parce que je pense que le rôle de la société civile n'est pas de prendre la place de la politique, mais de trouver des canaux d'expression qui fassent relais sur le politique. Ouais. Or, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est fou, c'est que les politiques sont dans un isolement complet. On leur demande, on leur pose des questions, surtout... et n'importe quoi, ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas de réponse, et ils n'ont pas les canaux qui leur permettraient précisément d'embrayer sur la société civile. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de corps intermédiaires. Ouais. Je crois que la faiblesse du syndicalisme, par exemple, est très très préoccupante, car justement, dans une société du travail, mais qui n'est plus justement une société du travail, il faut absolument trouver de nouveaux relais et les instituer. Je fais un certain nombre de propositions en ce sens. Alors, contrairement à une idée bien répandue, le lien social ne se délite pas, il se recompose. En quoi les transformations de ce lien social, Roger Su, expliquent les grandes mutations de l'histoire ? Eh bien, parce que quand vous regardez les grandes fractures dans la civilisation, vous apercevez que c'est autour de la manière dont les gens organisent leurs rapports entre eux. Ouais. Regardons, il y a eu les communautés de la tradition, où d'ailleurs l'individu n'existait pas, où il n'y avait que l'individu héroïque, le chevalier Bayard ou le roi. Voilà, là, c'était des individus, mais le reste, c'était le peuple. Et puis, il y a eu la naissance de l'individu, mais surtout du contrat et de l'institution,
mais d'une manière un peu verticale, parce que c'était toujours quand même l'institution. On dit toujours que c'est la liberté et l'égalité, l'institution ou le contrat, mais en même temps, regardez, si vous allez voir votre banquier, je ne suis pas sûr que vous puissiez beaucoup négocier les questions du contrat. Aujourd'hui, on est à une nouvelle phase du lien social, un nouveau rapport beaucoup plus horizontal dans lequel les gens se prennent... Tout le monde se prend pour quelqu'un, si je puis dire. Voilà, tout le monde se prend pour quelqu'un. On n'a pas assez vu deux choses. On n'a pas assez vu que le développement de l'individualisme, qui a été assez critiqué, l'individualité a provoqué deux choses extraordinaires. C'est que les gens, se prenant pour des individus, se sont considérés comme des égaux. Non pas parce qu'ils avaient le même argent, la même voiture, mais parce que profondément, ils se sentaient des individus à une autre pareille. Donc ça, etc. Et la deuxième chose qu'on n'a pas vue, on a opposé individu et société. C'est une stupidité. Au contraire, l'individualité ne se développe que dans beaucoup plus de socialité et de relations sociales. D'où Internet, d'où ce foisonnement, au fond, de moi, ce que j'appelle l'individu relationnel. Et vous dites, Roger Su, peut-être en quelques mots, que c'est un mouvement de fond irréversible, annonciateur d'un nouveau modèle économique. À quoi ressemblera-t-il, rapidement ? Eh bien, on le voit, c'est-à-dire que l'économie est débordée par l'économie dite collaborative. Elle est débordée par toutes les associations qui, de plus en plus, travaillent d'ailleurs en coopération avec les entreprises. Et vous voyez même d'ailleurs que les entreprises elles-mêmes tendent vers des formes de réseau et travaillent en réseau, demandent à leurs salariés d'importer leur réseau, d'importer leurs relations et ont tendance de plus en plus à jouer des cartes qui sont celles, au fond, du rapport d'association. Parce que si vous voulez que quelqu'un soit performant et créatif, vous avez intérêt à le traiter comme un associé. La contre-société, un livre à lire absolument pour découvrir donc ces nouvelles perspectives en marche. Merci beaucoup Roger Su d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.